Bonsoir à tous. Je suis Delphine Beauchamp, la directrice générale de la piscine. Toute l'équipe de la piscine ce soir est très heureuse de vous accueillir au Rodier pour cette belle soirée 2022, l'Odyssée des contenus, trajectoire future dans l'industrie des écrans. Pendant la prochaine heure, Catherine Mathis, directrice prospective et innovation du Fonds des médias du Canada, va vous faire voyager dans des paysages prospectifs développés pour la 10e édition du rapport annuel sur les tendances audiovisuelles du FMC paru en début d'année. Pour la piscine, il était tout naturel d'accueillir cette soirée parce que chaque jour, nous accompagnons des entreprises créatives et culturelles dans leur questionnement et leur positionnement d'affaires liés au bouleversement numérique et technologique. Cette soirée vous amènera à plonger dans des scénarios futuristes, mais pas si lointains, prospectifs, mais pas si improbables. Certains d'entre vous ont peut-être déjà lu le rapport sur leur écran, mais je vous invite à fermer vos téléphones portables, à écouter Catherine Mathis et à profiter des moments après la présentation pour échanger entre vous sur l'avenir des écrans. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Hey, bonsoir! Je passais en dessous du palmier. Je trouve que c'est une belle entrée en matière. Je suis tellement ravie de vous voir. Il y a des gens, vous êtes là, vous êtes présents, c'est fantastique. Bienvenue, merci de vous être déplacés. Donc, merci de vous intéresser aux tendances dans l'industrie des écrans. Je m'appelle Catherine Mathis, je suis la directrice innovation et prospective au Fonds des médias du Canada. Ravie d'être là ce soir pour vous présenter, oui, ce rapport, cette 10e édition du rapport du Fonds des médias du Canada. Le deuxième rapport pandémique, parce que nécessairement, on a continué de produire des rapports des tendances pendant cette pandémie. La première année, on était comme vous, un peu sous le choc, et on a fait un rapport qui faisait un peu l'état des lieux. On s'est demandé qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle est cette bombe qui vient d'apparaître dans notre industrie? Et qu'est-ce qui va rester de tout ça? Sauf que la première année, vous vous souvenez, on avait hâte que ça passe pour revenir à ce que c'était avant. Vous souvenez-vous de ça? La première année, c'était « ça peut-tu finir? Qu'on reprenne ce que c'était? » Et là, plus le temps passe, et donc on est dans cette deuxième année de pandémie qui s'achève, plus on réalise que, coudonc, il y a des affaires qui se sont passées dans ces 2 années-là qui sont, ma foi, pas si pires. Parce qu'on a eu à se remettre en question, on s'est arrêté, on a regardé comment on faisait les choses, on s'est questionné, on a bouleversé un peu nos manières de faire. Et il y a du bon qui est sorti de ça. Il y a des choses intéressantes qui sont sorties de ça. Il y a de l'innovation qui ne serait pas inintéressante de garder. Alors, c'est un peu cette question-là qu'on s'est posée pour ce deuxième rapport pandémique et ce 10e du FMC. Qu'est-ce qui est ici pour rester? Qu'est-ce qui va vraiment demeurer? Qu'est-ce qui va faire partie de notre nouvelle normalité? C'est beau, hein? C'est une des illustrations du rapport de cette année. Alors, évidemment, dans ce rapport-là, si vous l'avez parcouru un petit peu, vous allez retrouver des enjeux importants du moment, bien sûr, des tendances lourdes, mais on a voulu aller un peu plus loin. On a voulu, comme Delphine le disait, faire des scénarios pour envisager notre industrie des écrans dans 10 ans. Où est-ce qu'on va être? Comment ça va être en 2032? C'est des questions éminemment intéressantes et qu'il faut se poser, évidemment, aujourd'hui pour voir venir ces 10 prochaines années-là. Il y a un auteur de science-fiction, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle William Gibson. Il dit en anglais, je vais le traduire, « The future is already here. It's just unevenly distributed. » Donc, le futur est déjà là, il n'est juste pas réparti de manière très, très égale dans notre quotidien. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris ces petites parcelles de futur-là. On appelle ça des signaux faibles.
Donc, on prend ces signaux-là. On regarde aussi les grandes tendances, les grands moteurs de changement du moment. Hein. On vit dans la même société, peu importe l'industrie de laquelle on fait partie, et il y a des moteurs de changement sous-jacents qui sont très puissants, qui font bouger les choses. Donc, on mélange tout ça, on met ça dans le même bol, là, on brasse un petit peu, et on se retrouve avec des scénarios qui nous permettent d'envisager la suite. Là, soyons clairs. Il n'y a pas de prédiction ici, OK? J'ai malheureusement trouvé personne dans mon équipe qui savait lire des boules de cristal. C'est malheureux, mais finalement pas tant que ça. Parce que savez-vous ce qu'on fait? On fait beaucoup mieux que de faire des prédictions. On élabore des scénarios pour réfléchir ensemble à ce que ça peut être. Donc, on peut décider ensemble de ce futur-là avant qu'il n'arrive. C'est beaucoup plus intéressant que de se fier à une prédiction et d'attendre qu'elle arrive. Vous serez d'accord avec moi. Donc, ensemble, ce qu'on veut faire avec le rapport des tendances, c'est se préparer à cet avenir-là, provoquer une réflexion collective. Je suis toujours ravie d'entendre vos commentaires, vos impressions, vraiment vos réactions là, à chaud. Sentez-vous bien à l'aise à la fin de me partager tout ça. Ça va me faire bien plaisir. Donc ça, ce que je vous ai nommé, les signaux faibles, les moteurs de changement, les scénarios, ce sont des méthodes qui appartiennent à la prospective. Donc on utilise ça pour essayer justement de combattre l'incertitude. C'est un formidable antidote à l'incertitude parce que ça permet justement de préparer les choses. Ça permet de déterminer l'avenir qu'on veut et l'avenir qu'on ne veut pas, et de choisir le chemin qui nous tente un peu plus. Donc, c'est ce qu'on vous propose avec les 4 chapitres de ce rapport-là. Donc, ce sont 4 chapitres qui vont explorer la transformation des habitudes de consommation, l'avenir du divertissement, les profils créatifs de demain aussi, parce que c'est le fun, là, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'innovations, l'industrie se transforme, le monde qui en fait partie aussi. Et on va terminer avec la croissance durable et équitable des médias dans l'avenir. Là, il y a beaucoup de choses dans ce rapport-là, évidemment. Puis il y a beaucoup de choses qui se déclinent de toutes sortes de manières différentes. C'est un site web cette année avec une version mobile et vous pouvez aller voir de quoi ça a l'air, comment ça se présente, comment vous pouvez naviguer à travers ces contenus-là. Il y a des contenus audio, des contenus vidéo, il y a des textes, évidemment. Et oui, on parle de métavers. Je sens que c'était la question qui vous taraudait. Oui, d'accord, mais quand est-ce qu'elle va parler de métavers? Il y a du métavers, effectivement, dans ce rapport-là. On a fait mieux que ça, par contre. Au lieu de faire un simple article sur le métavers, on s'est rendu dans le métavers. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire une entrevue à propos du métavers directement dedans pour montrer un peu de quoi ça a l'air? Là, évidemment, il n'y a pas qu'un métavers. Hein? On pourrait revenir, il y a des métavers. Là, on s'est rendu sur une plateforme qui s'appelle StellarX, qui appartient à une entreprise québécoise qui s'appelle OVA. Et donc, on a été naviguer un petit peu là-dedans pour voir à quoi ça ressemblait. On a un petit extrait pour vous. Bienvenue dans le métavers. Je m'appelle Catherine Mathis, je suis directrice de la veille stratégique pour le Fonds des médias du Canada et je vous invite à une petite discussion à propos du métavers dans le métavers. On y va. Allô Harold, merci de nous accueillir dans ce magnifique métavers. C'est très, très particulier de se retrouver ici avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais évidemment qu'on parte des termes, des définitions pour ceux qui voient le métavers pour la première fois. C'est quoi le métavers? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? La réponse se trouve dans le rapport. Mais donc, c'est particulier, hein, vous avez vu. Aviez-vous déjà vu ça, des extraits comme ça là, du métavers où est-ce qu'on n'a pas de jambes, mais qu'on a quand même des jolis cheveux? Moi, je suis assez fière de la teinte qu'ils m'ont trouvée. Je trouve que c'est assez fidèle. Donc ça, c'est une des entrevues et un des contenus que vous pouvez retrouver en ligne.
Et je vous propose tout de suite donc de plonger dans le vif du sujet, de plonger dans ce rapport-là, parce qu'on a quand même 4 chapitres à passer ensemble. Alors, ce chapitre 1, c'est le chapitre où on explore les principales transformations dans la consommation de contenu. Donc, on regarde vraiment les habitudes de consommation des gens. Évidemment, je vous apprends rien, on a tous vécu cette pandémie-là ensemble. On a vécu un moment où la distanciation vraiment nous a forcés à trouver des moyens de se réunir. Hein. Il fallait absolument trouver le moyen de se retrouver quelque part et on l'a fait de toutes sortes de manières différentes. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces nouvelles manières de se retrouver là, c'est qu'il y a aussi des comportements qu'on a déjà vus comme des espèces de distractions dans le passé qui sont devenues des habitudes dont on ne se passerait plus. Et c'est pour ça que je disais, contrairement à ce que Delphine vous a prescrit, de bien utiliser vos téléphones pendant que je parle, parce que je sais très bien que le deuxième écran est devenu une façon d'interagir avec le contenu que vous consommez. Pendant très, très longtemps, des siècles et des siècles, on a considéré que le deuxième écran était une espèce de distraction par rapport au contenu principal. Hein, que c'était, mon Dieu, ils vont-tu arrêter de regarder leur téléphone? Ils vont-tu lâcher leur tablette? On a fait une belle émission de TV, là, y a-t-il moyen de la regarder? Mais ça tend à se changer, cette perception-là, parce qu'on n'est plus autant sur cette idée de courte capacité de concentration, on est davantage dans une réflexion par rapport à cet auditoire-là. Donc, si l'auditoire fait toujours la même affaire avec son deuxième écran, c'est peut-être parce qu'il veut nous dire quelque chose. C'est peut-être parce qu'il cherche à faire quelque chose avec ce deuxième écran-là. C'est quand même intéressant. Bon, évidemment, vous le savez, le téléphone intelligent, qui a un téléphone intelligent dans la main en ce moment? Levez-le. Levez-le, c'est correct, je vous pardonne. Il n'est pas loin, hein, les autres, il n'est pas loin, il n'y a pas d'anxiété. C'est important qu'il n'y ait pas d'anxiété. Très bien. Alors, voilà, tout le monde sait où son téléphone est, au moins, hein, parce que je veux juste qu'on soit serein pour la suite. Donc, c'est vraiment l'appareil le plus important dans nos vies. Toutes les études qu'on a consultées nous le disent. L'appareil le plus important et le plus utilisé pour toutes sortes de fonctionnalités, notamment, bien sûr, la messagerie et les médias sociaux. Mais donc, c'est beaucoup ça qu'on cherche avec le téléphone intelligent. C'est beaucoup un lien. C'est un lien social qu'on veut trouver, qu'on veut recréer. Et donc là, quand on est un créateur de contenu, nécessairement, on regarde l'utilisation que font les gens de ce téléphone intelligent-là et on se demande, alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme créateur de contenu, pour nourrir cet appétit-là d'avoir toujours plus de contenu en lien avec celui qu'on leur présente? Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose qui s'intègre à l'environnement de contenu dans lequel ils sont déjà? Parce que oui, le recours au deuxième écran est tout à fait là, est tout à fait documenté, mais on se rend compte que ça vient bonifier l'expérience de visionnement. Le contenu ne se dévore pas que sur un plan. Il y a plusieurs façons de créer de l'engagement, plusieurs façons de faire rentrer l'auditoire dans le contenu qu'on leur propose. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a notre téléphone dans les mains et qu'on écoute District 31, là? On va regarder qu'est-ce qu'il va faire Gildor après. On regarde. Donc, on est quand même dans le même environnement que l'émission. Des fois, on regarde, à un moment donné, je me souviens d'une intrigue, puis on s'est dit, voyons donc, ça se peut pas, ça. Donc, on regarde. C'est-tu déjà arrivé, ça? C'est-tu possible qu'il y ait ce genre d'enlèvement-là? Donc, ça, c'est de l'engagement aussi. Je n'ai pas quitté District 31. Je suis encore dans le giron de District 31, même si je suis en train de regarder mon téléphone pendant l'émission. Donc, on regarde les prochaines saisons, on regarde les produits, hein, s'il y a des choses qui ont été présentées dans l'émission. Donc, il y a, pour les pros du marketing, il y a aussi des opportunités, des possibilités à explorer de ce côté-là, parce que donc, ça fait entièrement partie de notre habitude de visionnement. Et les médias sociaux, on va se le dire, on passe beaucoup de temps, évidemment. C'est devenu une source de divertissement quasiment au même titre que les sources de divertissement plus linéaires. Donc, on ne peut pas sous-estimer la présence de cet écran-là et surtout de cette habitude-là dans les habitudes de consommation des auditoires. Parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant avec tout ça, c'est que ça redéfinit ce qu'est un auditoire.
Pendant longtemps, on s'est dit, l'auditoire, il fallait calculer combien de personnes avaient vu l'émission, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, encore, évidemment, qu'on mesure le succès d'une émission. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'un auditoire, c'est beaucoup plus large qu'un simple contenu. C'est tous ceux qui visionnent du contenu qui sont rattachés de près ou de loin à la programmation qu'on leur propose. Pour faire ce rapport-là, on a parlé avec beaucoup de monde, on a consulté beaucoup de gens, on a consulté beaucoup de producteurs notamment, dont une qui s'appelle Eva Karvonen, qui nous a exprimé vraiment sa conception des choses et c'est vraiment très intéressant, ça nous a porté beaucoup à réfléchir parce qu'elle nous a dit les publics qui s'intéressent à notre contenu, peu importe le type de contenu, font partie de l'auditoire. Et donc, l'engagement, comme je le mentionnais tantôt, ça se crée de toutes sortes de manières différentes. Bien sûr, à travers le programme principal, appelons-le comme ça, mais aussi les médias sociaux, le sociofinancement, des sites sociaux de critiques comme Letterboxd, je ne sais pas si vous connaissez ça, des forums de cinéphiles, ou alors en observant les gens qui jouent sur Twitch. Ça, c'est vraiment toujours de l'engagement, de l'interaction qui sert au fameux contenu principal. Donc, le temps passé en lien avec un contenu est un temps de l'auditoire passé avec le contenu qu'on a créé pour eux. Ça dépasse la conception traditionnelle de la consommation de contenu parce que tout le temps qu'investit ce public-là est un temps qu'il investit également dans cette thématique-là, dans cet univers-là qu'on leur propose à travers un contenu. Ça, c'est une idée qui s'inscrit au cœur d'un concept qui s'appelle le capital social. C'est un volet maintenant qui est devenu assez essentiel à la création et la sélection de contenu. Donc, c'est vraiment une façon de considérer la relation à l'auditoire, la communication, l'interaction. Il y a vraiment une relation qui s'installe et qui se décline de plusieurs façons. Toujours en ayant en tête cette réciprocité avec l'auditoire. L'auditoire, vous le savez, depuis un certain temps, n'est plus passif. Et là, il y a moyen finalement de capitaliser sur cette réciprocité-là, de créer des contenus pour ce fameux deuxième écran-là qui fassent en sorte que notre auditoire reste d'autant plus engagé dans la programmation qu'on a créée pour lui. Ça, c'est un vaste survol de ce premier chapitre-là. Je vous propose de terminer avec une petite lecture du scénario qu'on a élaboré pour vous suite à toutes ces réflexions-là. Nous sommes en 2032. Comme tous les matins, Marie enfile son casque pour aller retrouver ses amis dans le Métamonde. Le Métamonde, c'est le nouvel espace numérique qui a été créé par d'anciens utilisateurs et utilisatrices du métavers. Ben oui, parce que le métavers a connu une bien triste fin. Après s'être enlisé dans une impitoyable querelle commerciale entre grandes entreprises technologiques qui se sont accusées tour à tour de plagiat, de monopole et de fraude. Quelle étrange impression de déjà-vu. Marie apprécie tout particulièrement sa nouvelle liberté. Il lui est possible de visiter le monde à sa façon, qu'il soit réel ou imaginaire, de faire toutes sortes d'expériences qu'il lui serait impossible de faire sans son casque. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec Alfred Hitchcock. Pour visiter le plateau du film, Le crime était presque parfait, avec Grace Kelly. Ce sont des milliers de documents d'archives qui ont permis de construire l'intelligence artificielle de M. Hitchcock, qui peut alors répondre à toutes nos questions. C'est fascinant de penser qu'il a tenté de sortir ce film en 3D en 1954. Dans le métamonde, les créatrices et créateurs sont parfois humains, parfois machines, et la plupart des œuvres sont créées par les deux. Petit scénario de 2032. Je vois vos visages un peu interloqués. Je vous laisse digérer tout ça pendant qu'on passe très doucement vers le chapitre 2. Et c'est vrai d'ailleurs, soit dit en passant, que Hitchcock a vraiment essayé de faire un film en 3D en 1954. Ça faisait partie de la vraie histoire. Donc, dans le chapitre 2, on se penche sur l'avenir du divertissement. Bon, évidemment, on a vu toutes sortes de nouvelles manières de créer des contenus, de produire des contenus, de distribuer des contenus pendant cette fameuse pandémie-là. Évidemment, en se penchant sur certaines questions qui ont été, vous en conviendrez, très négligées dans le passé. Je pense bien sûr à des questions comme l'inclusion. Donc, en 2021,
on a vu toutes sortes de nouvelles manières de faire et des innovations qui sont, ma foi, très, très réjouissantes. Je pense, entre autres, aux artistes traditionnels, aux artistes des arts vivants, qui ont été forcés par la pandémie, qui ont été coupés de leur auditoire, coupés de leur façon de faire habituelle et qui ont été forcés de se tourner vers des pratiques numériques encore plus poussées qu'avant. Donc, je parle, entre autres, de technologies immersives, de métavers et d'autres, évidemment. Hein, le fameux métavers, dont on parle énormément ces temps-ci, qui n'est pas nouveau, hein, cela dit. Vous savez que c'est un terme qui a été créé en 92 dans un livre de science-fiction, donc c'est un terme qu'on a utilisé depuis ce temps-là et qui a été exploré à toutes sortes de sauces à travers les décennies, jusqu'à ce qu'on arrive à cette époque où on a d'immenses compagnies qui investissent d'immenses sommes d'argent. Donc, on se retrouve évidemment avec beaucoup d'investissements de ressources humaines et financières qui font qu'on en parle énormément de ce fameux métavers-là. Et donc, on se retrouve dans une situation aussi où la pandémie a créé cette génération de créateurs qui ont envie d'aller au-delà, qui ont envie de pouvoir créer, justement, qui ont envie de retrouver les outils qu'ils ont perdus pendant la pandémie pour rejoindre leur auditoire. Et donc, en se tournant vers ces formats numériques-là, ça rend leur art accessible à tous. Donc, vous allez entendre un terme assez régulièrement, non seulement dans cette présentation-ci, mais à travers la prochaine année. Vous penserez à moi à chaque fois que vous entendrez le terme hybride, hein? Parce que c'est vraiment le terme que vous allez entendre ad nauseam cette année. Vous l'avez souvent déjà entendu en lien avec des événements, hein? Ce soir, je suis ici avec vous et on fait une captation, donc ça va être hybride. Il y a moyen de consommer ce contenu-là de plusieurs manières différentes. Donc, c'est intéressant ce qui s'est passé avec les arts vivants pendant la pandémie, parce que justement, j'avais des discussions, par exemple, avec les gens des Ça doit de la main, et au début, quand j'ai eu mes premières discussions avec eux, mes collègues du FNC me disaient « Oui, d'accord, mais ce ne sont pas des clients chez nous et on ne voit pas tellement de quelle manière on va pouvoir intégrer ce type d'entreprise-là. » Et évidemment, de fil en aiguille, on a développé toutes sortes de manières de travailler ensemble, notamment à travers la réalité virtuelle, les expériences immersives, le métavers, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de brouillage de frontières entre les genres, entre les disciplines. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de contenu hybride qui offre évidemment un très, très grand potentiel. Quand je parle de potentiel, je parle aussi et de potentiel en ce qui a trait au contenu hybride, je parle aussi du rapprochement entre différentes formes d'expression audiovisuelle qui nous tend aussi à considérer tout ça comme de l'hybridation des contenus. Je ne sais pas si vous avez vu une série télévisée d'animation sur Netflix qui s'appelle Arcane. Bien, Arcane, c'est produit par l'éditeur de jeux vidéo Riot Games et diffusé donc exclusivement sur Netflix. Alors, vous voyez déjà, là, il y a deux mondes qui se rejoignent à travers une plateforme qui était conçue pour des contenus davantage linéaires. Ou encore, vous avez aussi entendu parler d'Unreal Engine, donc le moteur de jeux vidéo derrière Fortnite. Dans les dernières années, c'est pas nouveau, mais ça a connu une grande accélération avec la pandémie. On a beaucoup utilisé des moteurs de jeux vidéo pour créer des décors, pour tenter de refaire des scènes, par exemple, en n'ayant pas à déplacer tout le monde à nouveau. D'ailleurs, Jean-Marc Vallée était un maître dans la maîtrise de ce type de production-là. Donc ça, d'amener des outils du jeu vidéo dans la création linéaire en cinéma, en télévision, on voit qu'il y a une interrelation de plus en plus importante entre divers secteurs de l'industrie. Donc, quand je parle d'hybridation, c'est pas juste au niveau des contenus eux-mêmes, mais c'est aussi entre les divers secteurs qui nous amène à voir que finalement, ça devient de plus en plus difficile de déterminer à
quel genre appartient tel ou tel contenu? Est-ce que c'est de la télé? C'est quoi de la télé? Hein? Qu'est-ce qu'une émission de télé au final? Est-ce qu'on parle du téléviseur? Est-ce qu'on se réfère à l'appareil qui reçoit le contenu? Le cinéma, c'est la même chose. L'expérience interactive, immersive, le jeu vidéo. Combien d'artistes de la réalité virtuelle est-ce que j'ai vu souvent se poser la question, est-ce que je devrais présenter mon projet comme un jeu? Parce que je ne sais pas trop, au final, comment vous expliquer ce qu'est ce projet de réalité immersive que j'essaie de créer. Donc, tout ça pour vous dire que on voit là cette espèce de frontière entre les genres qui s'estompe et qui nous mène à croire que c'est juste la pointe de l'iceberg. On va continuer de voir de plus en plus d'hybridation de ce type de contenu-là. Et là, évidemment, hein, notre cher métavers, vous voyez, c'est la deuxième fois que je le plug. Non, mais c'est important de ramener comme ça là, des petits buzzwords. Là. Je vois que ça vous fait... Non, mais je vous ramène, je vois que ça vous fait sourire. Donc ça, bien sûr que c'est un terme très populaire en ce moment, mais on est au balbutiement. Là. Il y a bien des gens qui me posent souvent la question, « Oui, mais qu'est-ce que c'est, puis à quoi ça sert, puis qu'est-ce qu'on peut faire? » Ce sont d'excellentes questions auxquelles il n'y a pas forcément toutes les réponses, mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on s'en parle maintenant. Parce qu'il n'y a pas toutes les réponses. Imaginez un monde où le métavers, c'est réglé, hein? C'est Facebook, c'est Microsoft et les autres qui l'ont consolidé. Et là, on veut bien peut-être, on verra, vous offrir une parcelle là, pour diffuser votre expérience. Ce n'est pas nécessairement de ce métavers-là qui nous fait rêver en ce moment. Ce qui nous fait rêver, c'est les possibilités qui n'existent pas encore et dont il faut parler avant que tout ça soit fixé. Ou alors, on fait comme en 2032 dans le scénario, puis on attend que le métavers implose et on ira dans le métamonde. C'est pas grave. L'un ou l'autre, de toute façon, on va finir par se retrouver quelque part dans un univers numérique. En parlant de scénario, je vous propose donc le deuxième scénario qui vient à la fin du chapitre 2. On est toujours en 2032, cette fois-ci, on est à Ottawa. Mila se fait une joie d'aller au théâtre avec son mari. Léo ne sera pas revenu de Vancouver à temps, mais ce n'est pas bien grave puisque la pièce est disponible en virtuel. Il n'aura qu'à enfiler sa lunette et le couple pourra assister à la pièce ensemble en temps réel. C'est formidable cette expérience depuis que les comédiens et autres artistes du spectacle vivant se sont munis de capteurs qui leur permettent de faire voyager leurs œuvres partout à travers le monde en temps réel. Le producteur de théâtre, Lionel Poquelin, vous me le permettrez, est bien fier d'avoir pu représenter Les Précieuses Ridicules à Paris la semaine dernière grâce à cette retransmission. Tout le monde y gagne. Les gens dans la salle ont droit à la fébrilité du direct et le public virtuel, lui, peut assister à n'importe quel spectacle, n'importe où sur la planète. Quelle chance! Et puis tant mieux pour tous ces artistes de la scène. C'est ce qui permet de renflouer les coffres de la petite compagnie de théâtre Dufresne après tant d'années de vaches maigres. C'est toujours un peu plus cher pour les spectateurs qui sont dans la salle, en direct, mais ils peuvent aussi retrouver les spectacles en différé pour une plus petite somme. C'est ce qui assure un revenu régulier à la troupe de Lionel. C'est comme une grande banque de spectacles qu'on peut choisir de revivre avec sa lunette quand on ne peut pas se déplacer en salle. Ottawa, 2032. Donc ça nous amène tout droit au prochain chapitre. Le troisième. Jusque-là, tout va bien? Ça va, vous y tenez? On est quelque part entre 2022 et 2032. Hein? On flotte, on s'achemine. Vous allez voir, il reste 2 autres scénarios pour vous rendre à destination dans 10 ans. Donc, dans le chapitre 3, je le mentionnais d'entrée de jeu, on a voulu se concentrer sur la main-d'œuvre du futur, parce que c'est bien de parler d'innovation, de changement, de bouleversement, de manière de faire différentes, mais ça veut dire également qu'il y a un impact sur les gens qui font ces métiers-là, qui travaillent dans cette industrie-là. De quoi auront-ils besoin pour participer à cette industrie-là? Bien, ce qu'on sait, c'est que la prochaine génération qui va œuvrer dans les domaines de la création, de la production, de la distribution de contenu, va participer à une industrie créative en pleine transformation technologique et sociale. Alors,
il y a deux choses. D'une part, vous avez bien sûr l'essor des plateformes numériques, cette culture participative, interactive dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en place, les avancées en termes de production virtuelle, etc. Tout ça a beaucoup changé la manière de produire, de consommer des contenus, bien évidemment. Et d'une autre part, vous avez également tous ces mouvements sociaux auxquels on a assisté dans les dernières années. Je parle de Black Lives Matter, entre autres, de moi aussi, qui ont forcé à peu près toutes les industries, là, vraiment pas juste celle des écrans, bien évidemment, à repenser la manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Ce qu'on sait, c'est que le public a soif de contenu diversifié, de contenu authentique, de perspectives originales. Et ça accélère ces mouvements vers une ère toute nouvelle pour des créateurs, des producteurs qui nous amènent des histoires qu'on n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion d'entendre. Est-ce qu'il y a des adeptes de TikTok dans la salle? Je ne suis pas seule, ça va. Est-ce que je suis en bonne compagnie? Parce que je suis complètement accro. Voilà. En fait, ce soir, on vous a convié à une rencontre de TikTok anonyme pour justement discuter de notre dépendance à tous. Peut-être pas aussi intense que la mienne. Mais donc, moi, j'ai développé ça pendant la pandémie. Et c'est intéressant de voir que ça rejoint plusieurs de ces aspects-là que je viens de vous nommer, c'est-à-dire que c'est une plateforme, donc il y a vraiment cette espèce d'entrée en relation avec les créateurs qu'on ressent, du contenu, mon Dieu, on ne peut plus authentique, hein? On n'est pas du tout dans le montage léché ici, et on se retrouve face à une diversité de voix. Je me suis intéressée à des créatrices inoues exceptionnelles qui font juste nous montrer leur quotidien, comment ça se passe chez eux. Je n'avais jamais été dans ce coin-là du Québec. C'est fantastique d'avoir accès à ce type de contenu-là. Mais donc, ça suppose aussi que ces créateurs-là, que ces créateurs de contenu, qu'on appelle les créateurs de contenu individuels, là, pair à pair, là, sont sur une très grande lancée avec la pandémie. Il y a une forte incidence sur leur manière de créer du contenu et de divertir les auditoires. Et ça, ça pourrait influencer aussi la manière dont l'écosystème plus traditionnel fabrique des contenus. Ceux qui ont choisi là, Moi, j'ai un compte, hein, ne me cherchez pas, cela dit. Non. Je pense que j'ai mis des méduses de l'Aquarium de Québec sur une jolie musique. Mais c'est tout. Je ne me suis pas commise. Mais il y en a d'autres qui le font, cela dit, et qui ont atteint une espèce de célébrité tout à fait nouvelle, qui se font offrir maintenant des émissions sur toutes sortes de plateformes, qui sont dans une relation directe avec leur auditoire, et qui, vous l'admettrez, ont pas mal de traction, ce qui pourrait donner envie à l'écosystème traditionnel d'en apprendre un peu plus sur leur manière de faire les choses, justement. Bon, vous le savez, c'est pas juste moi, là. En 2021, TikTok est devenu le domaine Internet le plus populaire au monde, devant Google, devant Facebook. Alors, on a demandé à Fred Bastien. Fred Bastien est un YouTuber, est un chroniqueur, un stratège numérique. Il porte magnifiquement la tuque fluo également. On lui a demandé donc de se pencher sur ce phénomène-là des créateurs de contenu indépendants dans les médias sociaux et de ce que ça représentait pour l'industrie des médias. On vous présente ça à l'instant. Mais pour les gens qui écoutent beaucoup de TikTok, je pense à Cam Grandbrun, avec qui j'habite, que je vois passer des heures sur son téléphone. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est l'inverse de d'autres types de contenus que tu sais quand tu cliques sur quoi, à peu près. Tu sais à peu près sur quoi tu vas tomber. Puis là, c'est toujours des surprises, puis souvent, c'est des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Et moi, j'adore apprendre. Est-ce que ces plateformes-là peuvent m'apprendre quelque chose? Demandons à Mélissa Molène-Dupuis, militante autochtone, animatrice de l'émission Kwekwe à Radio-Canada et grande passionnée, vous l'aurez deviné, de TikTok. Il y a TikTok qui est devenu le média pour les Autochtones. J'adore ça. Surtout, on a des influenceurs qui ont explosé sur TikTok. Même, je pense à Xavier Ouetto, là, qu'on a la chance de voir partout, puis qui fait des TikTok avec sa classe, sur la langue, puis qui est stitché avec plein de monde. Mais moi, je te dirais que c'est là où est-ce que j'ai eu le plus de plaisir pendant la COVID.
Facebook, c'est là que j'ai monté tout mon following pour Idle No More. Fait que c'est sûr que je reste toujours Facebook, même si c'est la place que j'aimerais le plus me sauver. Dans les dernières 2 années, là, j'aimerais ça pouvoir éviter Facebook, puis je peux pas parce que il a fallu que j'apprenne à contrôler un peu plus qui je vais voir, de pas lire les commentaires, tout, mais c'est devenu comme les pages jaunes. Tu sais, je trouve ça vraiment désagréable. Mais TikTok, t'as vraiment, ça suit ton algorithme. Puis ce qui est drôle, c'est que ça te donne des algorithmes un peu coïncident avec tes intérêts déjà sur tes autres algorithmes. Fait que je me retrouve dans écoute, lesbienne TikTok pour le nettoyage de vêtements, le witchy TikTok, indigenous TikTok, c'est lui ce que je suis comme tous mes mots-clics, c'est celui-là, native TikTok. Et j'en apprends sur les autres nations comme je pouvais jamais apprendre avant, à part si j'allais au powwow ou que j'allais dans des échanges culturels. Là, je suis directement dans la cuisine du monde, je suis dans leur salon, dans la cour arrière, et on a toute l'espèce de fil conducteur de l'humour, le res humor, qui ben après ça, on voit toutes les déclinaisons du res humor, puis avec justement l'émission Reservation Dogs, Oui. ça l'a vraiment, là, tu sais, on dit « Ah! On rit toutes des mêmes maudites affaires », mais il y a juste des petites affaires qui sont différentes. On est rendu avec une culture populaire grâce à TikTok, mais on va voir d'autres choses. J'ai enfin vu comment ils faisaient la crème glacée inuit. C'est tellement fun parce que c'est comme on surpasse le filtre du média. Tu sais, c'est pas un documentaire commandé par tel poste ou tel média. C'est des créateurs de contenu qui te disent directement ce qu'ils font. C'est pas pire, hein? Vous vous souvenez tantôt quand je vous parlais là, du deuxième écran, là, ce qu'elle dit par rapport à Reservation Dogs et la manière dont ces termes-là sont réutilisés sur TikTok, c'est ça, là, ça crée de l'engagement. Là. Donc ça, c'est la question de TikTok. Et là, je veux pas que, si jamais vous avez jamais été sur TikTok, ben grand bien vous en fasse. Mais je veux pas que vous vous sentiez en retard. Je veux pas que vous regardiez ça en me disant « Oh mon Dieu, une autre affaire à apprendre. C'est pas de mon âge. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas comment communiquer là-dessus. Je sais pas comment créer du contenu là-dessus. » Bien, bonne nouvelle. Vous n'êtes pas en retard du tout parce que vous savez quoi? Vous êtes ici. Et en étant ici, vous présentez les 2 compétences les plus importantes pour participer aux industries créatives des 10 prochaines années. Je vais vous les présenter dans quelques minutes, mais en gros, vous avez de la polyvalence parce que vous êtes prêt à entendre des nouvelles idées, à entendre des nouvelles façons de faire. Et vous avez aussi des soft skills. Je vous ai vu tantôt, vous jasiez. Bien, c'est ça des soft skills. Donc, bref, pour s'adapter à cette nouvelle industrie-là, on a passé en revue pas mal d'études sectorielles récentes sur le futur du travail, dans le milieu audiovisuel, mais en dehors également, pour savoir quel serait justement le profil type du travailleur idéal des industries créatives des 10 prochaines années. Quand je parle de polyvalence, c'est une manière de développer son savoir-faire en continu. C'est une manière de s'intéresser pas juste à notre métier, mais à ce qu'il y a aussi en périphérie. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est que les réalisateurs, par exemple, vont ajouter une corde à leur arc. Ils vont prendre une formation, par exemple, en direction photo. Donc, ils vont justement compléter un petit peu leur arsenal de méthodes. On va voir des scénaristes aussi qui vont faire la même chose, qui vont faire de la script édition, qui vont gérer des équipes de scénaristes. Donc, cette polyvalence-là revient très, très souvent. Les soft skills, maintenant, vous savez d'où ça vient, ce terme-là? C'est intéressant parce que on rattache souvent des choses au monde militaire. Eh bien, je vous y emmène une fois de plus parce que c'est effectivement dans le milieu militaire qu'on a déployé ces termes-là de soft skills et de hard skills. En fait, les soft skills, c'était tout ce qui n'était pas en lien avec une machine. Alors, bien évidemment que c'est en lien avec des humains. Et donc, les soft skills, c'est vraiment tout ce qui nous permet de développer nos compétences émotionnelles, nos relations les uns aux autres. Et ce qu'on pense, c'est que ça va vraiment devenir la pierre angulaire de cette industrie-là parce que si vous avez peur d'être dépassé par des machines, là, dites-vous que c'est un petit peu plus difficile d'inculquer la curiosité, l'empathie ou le respect à une machine. Ça reste éminemment humain.
Alors, laissons les machines faire ce qu'elles font de mieux et faisons-nous ce qu'on fait de mieux. Parce que ça, sur ce territoire-là, je vous assure que les machines ne sont pas encore rendues là. Je ne veux pas dire que ça n'arrivera jamais, mais pour le moment, c'est très difficile. Ça prenait une petite clochette, justement, cette étape-ci. On est rendu, non, je vous remercie, on est rendu au scénario qu'on a conçu à la fin de ce chapitre-là. Toujours en 2032, vous l'aurez compris. Leila rêve de devenir réalisatrice de contenu linéaire. Oui, parce que dans les années 30, on dit les années 30 en 2032, on ne dit plus cinéma ou télévision parce qu'on sait bien que nos projets vont se retrouver sur toutes sortes d'interfaces en même temps. En fait, on part d'une idée et dès le départ, on prépare toutes les déclinaisons possibles. Il suffit simplement de savoir si le projet sera interactif ou pas. Le reste, ça s'apprend. C'est d'ailleurs une belle journée qui s'annonce. La formation de Leila sur une récente mise à jour d'un moteur de jeux vidéo vient de se terminer. Maintenant, ça fait partie du parcours habituel des réalisateurs et des réalisatrices. Il faut pouvoir maîtriser les outils qui permettront de bâtir des décors ou de compléter l'histoire. En fait, toutes les personnes qui veulent travailler avec des images passent par cette formation de base en programmation avant de se spécialiser dans une technique ou l'autre. De nos jours, ne pas maîtriser un langage de programmation serait l'équivalent de ne pas maîtriser l'anglais dans les années 2000. On peut toujours s'en sortir, mais disons que c'est un peu plus difficile quand on ne comprend pas bien le langage des machines. On passe sur ce au chapitre 4. Alors, dans ce dernier chapitre, on explore l'économie des médias, à quoi vont ressembler les modèles d'affaires, les marchés de l'avenir. C'est pas un contenu évident, ça, à creuser parce qu'il y a, somme toute, assez peu d'études qui se penchent directement sur l'industrie de l'audiovisuel. Donc, vous nous permettrez d'élaborer notre scénario et notre pensée sur les tendances sur un spectre un peu plus large qui comprend les sciences, la technologie, les mathématiques et l'ingénierie, donc ce que les Anglais appellent le STEM. On le sait qu'il y a plusieurs forces qui donnent un avantage concurrentiel au Canada dans le marché mondial. On en a déjà évoqué plusieurs d'ailleurs ce soir, la diversité des voix, le potentiel de rayonner dans plusieurs langues, on a certaines propriétés intellectuelles très fortes, etc. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de défis à surmonter. L'exode des cerveaux dont on entend parler, l'exode des talents, est une réalité bien présente au Canada et le pouvoir d'attraction des talents aussi doit faire partie de notre réflexion. C'est rien de nouveau, là. Le problème de l'exode des cerveaux, c'est ni nouveau ni étonnant. Ça fait des années qu'on en entend parler et parce que c'est attribuable à des paramètres qui sont très difficiles à changer, qui sont très difficiles à bouger. La taille de notre pays, la densité de la population, les salaires relatifs à l'industrie, etc. On ne les a pas nécessairement mis là, mais c'est correct. J'aime ça vous donner des chiffres, comme ça je vais vous les garrocher, parce que si vous les aviez vus là, j'aurais eu peur qu'il y ait une petite... qu'on devienne un peu plus pâle en entendant ces chiffres-là. Donc je vais vous les jeter comme ça en bouquet, en bouquet de fleurs. Parlons des tailles de la production cinématographique télévisuelle au Canada et aux États-Unis, n'est-ce pas? On a généré 9,3 milliards de dollars US. Voulez-vous que je le donne en canadien? Ça fait plus. 12,2 milliards de dollars canadiens en 2019. C'est un nouveau record, d'ailleurs, pour le PIB canadien. Et ça, c'est 2000, non, un peu plus que ça. Vous voyez comme ça va bien? 244 500 emplois directs. Bon, pendant ce temps-là, aux États-Unis, selon la Motion Picture Association, on est à 2,5 millions de personnes qui ont travaillé dans l'industrie en 2019. Donc, 244 500, 2,5 millions aux États-Unis. Et bon, là, les chiffres sont légèrement différents par rapport aux recettes. On parle davantage de 37,5 milliards de dollars aux États-Unis contre le 12,2 au Canada.
Vous l'aurez compris, c'est pas étonnant. Les tailles de marché sont très, très différentes. C'est pas étonnant que les talents du Canada aillent s'installer, entre autres, aux États-Unis ou dans d'autres marchés à l'international d'ailleurs. Et comme je le mentionnais tantôt, les raisons d'aller voir ailleurs là, se ressemblent avec les raisons qu'on retrouve dans les domaines des sciences, technologies, génie et mathématiques, ainsi que médecine d'ailleurs. Donc, meilleur salaire, hein, ça c'est pas très compliqué. Les perspectives de carrière sont plus nombreuses donc, et plus diversifiées. Et il y a plus d'options professionnelles à l'extérieur également du Canada. Je le mentionnais, on s'appuie sur des chiffres donc, qui ne sont pas directement reliés à notre industrie des écrans, mais il y a tout de même une étude intéressante de l'Université de Toronto et de Brock qui nous permet de comprendre que dans la sphère là, des STEM, là, sciences, technologies, génie et mathématiques, c'est quand même 25% des récents diplômés des 3 plus importantes universités canadiennes qui vont travailler à l'extérieur du Canada. Donc, c'est quand même vraiment pas mal de monde. Il n'y a peut-être pas une mesure miracle qui va faire en sorte qu'on va pouvoir retenir des gens ici, des étudiants ou des talents, mais la création d'un écosystème où le soutien est bien réel, par contre, est beaucoup plus porteur quand on tente de trouver des solutions à cette fameuse exode des talents. Dans ce rapport de l'Université Brock, on retrouve plusieurs recommandations très concrètes. Il y a des idées là-dedans pour les gouvernements, s'il y a des gens dans la salle. Les institutions d'enseignement supérieur également vont y trouver leur compte, des entreprises privées, aussi du secteur des écrans. Et bon, là, je vais vous donner leurs principales conclusions. Puis là, je sais que ce que vous allez me dire, mais attendez-moi jusqu'à la fin. Donc, la première idée qu'ils avancent pour favoriser la rétention des talents, augmenter les salaires pour réduire et combler les écarts en matière de rémunération. OK, vous avez le droit d'être cynique, vous avez le droit de dire, bien sûr, hein, tout le monde est pour la tarte aux pommes. D'accord. Il fallait quand même l'écrire dans le rapport. Présenter des stratégies d'allègement de dettes pour les étudiants, mettre sur pied des programmes qui vont les encourager aussi à considérer des emplois au Canada. Il y a peut-être un petit peu plus de travail là-dedans. Et moi, la troisième raison, je l'aime beaucoup, beaucoup. Pas juste parce que c'est mon travail, là, mais parce que je pense que vous vous y intéressez aussi beaucoup. Et ça, bien, c'est d'investir dans l'innovation, investir dans la formation, investir dans le développement, parce que c'est de cette manière-là qu'on s'adapte à cette industrie en pleine transformation. Et ça, ce genre de mesures-là, ça peut avoir des retombées pour l'industrie, mais aussi pour l'économie en général. Si on développait là, des programmes financés stratégiquement avec cette optique d'innovation, de formation, de développement, bien, on sait qu'on investirait dans une prochaine génération de créateurs issus de la diversité et on sait aussi que l'industrie aurait accès à un bassin de talents beaucoup plus large. Et vous savez quoi? Il y a aussi un bassin d'auditoire beaucoup plus large qui s'intéresserait à ce contenu-là, beaucoup plus diversifié. Je vous laisse avec un dernier scénario, toujours en 2032. Quand on cherche un film ou une série, on a le choix entre les séries réalisées par des humains et celles créées par des robots. Il y a beaucoup de choix, hein? Beaucoup de choix. Mais si on regarde un peu plus près, on se rend bien compte que même les séries humaines sont assistées par des robots, mais pas toujours dans la création. En fait, il y a des robots impliqués à plus ou moins toutes les étapes de conception d'un projet. D'abord, on choisit le sujet avec un logiciel qui nous permet d'entrevoir les chances de succès selon des paramètres bien précis, comme le marché qui nous intéresse, par exemple. Ensuite, une autre intelligence artificielle détermine le meilleur casting. Et ça, c'est tout de même une belle amélioration parce qu'anciennement, pensez-le ou non, les humains avaient tendance à choisir seulement ceux qu'ils connaissaient déjà, ceux qui leur ressemblaient. C'est très curieux, très curieux. Mais là, les intelligences artificielles peuvent reproduire, bien, ils auraient pu reproduire les mêmes biais que les humains, mais heureusement, tout ça, c'est réglé. On a réglé le système de biais avec un système d'évaluation des préjugés pour les humains et pour les machines. C'est très efficace. Et en ce qui concerne le choix des comédiens, c'est un phénomène intéressant parce que depuis quelques années, on a complètement perdu la notion de célébrité.
Il n'y en a plus. Il n'y a plus de célébrités parce qu'on retrouve en fait rarement le même acteur dans plusieurs projets à succès à la fois. Il n'y a plus de course à la vedette parce que plus aucun nom ne garantit la trajectoire d'un film ou d'une série. C'est tout à fait nouveau. L'intelligence artificielle passe donc toutes les images de fiction en revue et arrête son choix sur la meilleure personne possible pour le rôle. Bon, on aime bien organiser des séances d'essais devant la caméra pour vérifier, hein? Mais habituellement, la machine voit juste. Alors, vous voyez, c'est ironique, mais ce sont des robots comme ceux-là qui permettent de raconter les meilleures histoires humaines. On est devenus, en 2032, des humains augmentés, mais pas nécessairement de la manière dont on aurait pensé. Voilà, c'est ce qui clôt cette présentation du rapport des tendances du Fonds des médias du Canada. Merci.